Antenne 2. À la une ce soir, émotion en Allemagne où les débordements de violence atteignent des sommets sans précédent. Hier soir, 2 policiers ont été tués, 9 autres ont été grièvement blessés. Le drame s'est déroulé à Francfort. Arsenal de guerre à bord de l'Exoon, le cargo a résonné en Bretagne, transportait des missiles et des milliers d'armes de fabrication soviétique, sans doute pour l'IRA et le terrorisme international. Le recul de l'effet Le Pen, selon un sondage Sofres RTL Le Monde, 78% des Français rejettent ces idées, 8% souhaitent accorder leur suffrage au leader du Front National. Retardée par la tempête boursière, la cotation de Suez débutera lundi. Les souscripteurs paieront l'action en 2 fois et à 1 an d'intervalle, une procédure qui pourrait être celle des prochaines privatisations. André Roussin s'est éteint cette nuit, victime d'un cancer. Le célèbre auteur de théâtre avait 76 ans. Dans ce journal, l'hommage des comédiens. Paris affiche en ce moment un classique d'André Roussin, La petite chatte est morte. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawk. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Dans le sillage de l'affaire Luchaire, dont on parle beaucoup en ce moment, l'éternel problème du financement des partis politiques fait un retour en force à la une de l'actualité. Hier soir sur Antenne 2, Pierre Méhaignerie parlait d'électrochoc pour tous les partis politiques français. Aujourd'hui, la plupart des leaders prônent la transparence. Alors au-delà de ces déclarations, il est tout de même permis de s'interroger. Pourquoi, par exemple, aucun texte de loi n'a été voté alors que depuis 1924, de nombreuses propositions ont été déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale. Olivier Lerner et Daniel Brem ont essayé de comprendre, en compagnie bien sûr des intéressés. Une campagne électorale coûte cher, très cher, et tous les records seront battus en 88. Chaque candidat à l'élection présidentielle dépensera pour sa campagne entre 100 et 150 millions de francs. Des budgets faramineux. Affiches, banquets, meetings, déplacements. Pour se faire une idée, une simple location d'un chapiteau pour une soirée de 5000 places coûte environ 100 000 francs. À cela, il faut ajouter vidéo, décor, sono, dîner, gardiennage, EDF et la pub. Exemple, le dernier meeting de François Léotard à Fréjus a coûté la bagatelle de 6 millions de francs. Pour financer une campagne électorale, chacun dispose de ses propres réseaux. Cotisation des sympathisants, cotisation des élus, mais en réalité, la plus grosse part du budget des candidats est apportée par des industriels. Les plus gros financent tous les partis. Des dons en dessous de table, ni vus ni connus du grand public, mais fort appréciés dans les états-majors politiques. Tout parlementaire qui se respecte réclame transparence, contrôle, plafonnement et l'interdiction de percevoir des fonds de l'étranger. Si une dizaine de propositions de loi ont déjà été déposées, aucun texte n'a, à ce jour, été examiné par les députés, et ce n'est pas pour demain. Je doute que d'ici l'élection présidentielle, nous ayons matériellement le temps de nous mettre d'accord à partir de positions qui sont quand même assez différentes et de faire passer une loi devant l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est le RPR depuis maintenant plus de 10 ans qui s'est toujours opposé à l'inscription de ce genre de projet à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle je le demande depuis longtemps, mais je ne désespère pas maintenant de l'obtenir, puisque le groupe UDF a déposé un projet de loi, et si le groupe UDF est fidèle à sa position, qu'il vote pour l'inscription à l'ordre du jour, avec moi, eh bien ce débat aura lieu dans 15 jours. La guerre d'usure entre les différents partis va donc continuer. C'est le gouvernement, et lui seul, qui en fin de compte, décidera d'inscrire ou non le financement des partis à l'ordre du jour de l'Assemblée. Affaire à suivre en tout cas, et de très près. À Francfort, la violence des manifestants atteint des sommets sans précédent. 2 policiers ont été tués hier soir, 9 autres ont été grièvement blessés. Le drame s'est déroulé à l'issue d'une manifestation écologiste. En toile de fond, il y a la nouvelle piste de l'aéroport de Francfort. Pendant des années, les écologistes ont multiplié les manifestations pour s'opposer à la construction. Depuis l'an dernier, la piste est terminée, mais les passions sont loin d'être retombées. Patricia Costa. Ces images tournées par un amateur permettent de comprendre exactement ce qui s'est passé. Derrière le mur de l'aéroport, les écolos pacifistes allemands préparent des cocktails Molotov. Attention, attention, dispersez-vous, demande un policier avec un porte-voix. Réponse des écolos pacifistes, des tirs nourris de tous côtés avec toutes sortes de projectiles, dont des armes à feu.
Mais c'est au moment où les policiers chargeront à pied les écolos pacifistes pour les déloger du petit bois où ils se sont retranchés que 2 policiers seront touchés, à mort. 9 de leurs collègues seront grièvement blessés. La région a été immédiatement quadrillée et un suspect a été arrêté ce matin en possession d'un pistolet 9 mm semblable à celui utilisé lors de la manifestation. Tragique anniversaire pour une bataille commencée il y a 7 ans. Les écologistes, alors beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, s'étaient réunis autour d'un mot d'ordre, non à la construction d'une nouvelle piste pour l'aéroport de Francfort. Piste qui amputait le rare espace vert encore présent autour de la ville. Malgré une pétition rassemblant plus de 200 000 signatures et réclamant un plébiscite à ce sujet, la piste s'est construite tout de même. 200 irréductibles sont revenus hier et pour la première fois ils ont tué. Pour la première fois aussi, les policiers bouleversés sont descendus dans la plupart des grandes villes d'Allemagne. La politique, avec un nouveau coup dur pour Jean-Marie Le Pen. Alors qu'il lançait un appel au rassemblement dans le cadre prestigieux de la baie du Mont-Saint-Michel, nos confrères du Monde et de RTL publiaient un sondage Sofres, sondage selon lequel l'audience et les thèses du Front National sont en net recul. 78% des Français se déclarent hostiles à Jean-Marie Le Pen. Il n'était que 57% en novembre 84. Des chiffres qui ne semblent pas inquiéter outre mesure l'état-major du Front National, où l'on se dit plus que jamais déterminé. Laurent Boussier. 6 mois après sa déclaration de candidature, 6 mois avant l'échéance électorale, c'est la mi-temps pour Jean-Marie Le Pen. Une mi-temps qu'il aurait voulu loin des sondages et qui a pris aujourd'hui la forme d'une déclaration solennelle faite en un lieu symbolique, les remparts du Mont-Saint-Michel. Tout y était, la terre, la mer, le ciel, Saint-Michel le patron des parachutistes et même Jeanne d'Arc la valeur de référence du Front National. Jean-Marie Le Pen s'en est pris une fois de plus aux partis politiques traditionnels, à l'insécurité, au laxisme, au sida et à l'État qui, je cite, écrase le pays sous son poids. Après avoir annoncé que pour la deuxième partie de sa campagne, il allait passer la vitesse supérieure, le président du Front National a commenté le sondage RTL Le Monde qui lui donne 8% d'intention de vote au premier tour des prochaines élections. Moi, je n'ai pas d'argent à consacrer au sondage. Et je me sonde dans les yeux des gens que je rencontre. Et ce que je vois depuis plusieurs semaines, le fait que j'ai reçu 2 démissions de maire et que j'en ai eu 27 nouvelles, que nous avons eu des centaines d'adhérents et seulement 3 démissions, tout ceci me semble aller dans le sens, au contraire, d'un renforcement. Et pourtant, 8% d'intention de vote, c'est 1 point de moins que le même sondage l'été dernier. Suite et fin du voyage de M. Jacques Chirac en Israël. En 2 jours et demi, le Premier ministre a non seulement consolidé les liens entre Paris et Tel Aviv, mais il a surtout scellé les retrouvailles entre le mouvement gaulliste et Jérusalem. Sur place, à l'heure des bilans, Georges Bortoli. M. Chirac a reçu cet après-midi plusieurs personnalités palestiniennes des territoires occupés. Ces rencontres entre officiels français et palestiniens étant désormais trop habituelles pour entamer une confiance retrouvée entre Paris et Israël. Ce voyage a participé, comme beaucoup d'autres qui se sont multipliés depuis quelque temps, à dissiper un certain nombre de malentendus traditionnels qui provoquaient parfois quelques crispations dans les relations entre la France et Israël. M. Chirac a constaté que la cote de la France monte en Israël. Ce voyage, évidemment, a contribué à ce qu'elle continue à monter sans que pour autant soient abandonnées les positions traditionnelles de la France vis-à-vis du monde arabe. À Tahiti, nouvelles inculpations après les émeutes du 23 octobre dernier, après l'arrestation du président et du vice-président du syndicat des dockers. Le président des gens de mer, Léon Lenoir, a été écroué à son tour pour dégradation par substances explosives et incendiaires. Au total, 53 personnes ont été écrouées dans le cadre des émeutes de Papeete. Aujourd'hui, l'état d'urgence est maintenu, mais l'arrêté de fermeture des bars et des boîtes de nuit a été levé. Il n'empêche qu'à Tahiti, on est toujours dans l'expectative. Certains craignent même le déclenchement d'une grève générale dans les jours qui viennent. D'autres parlent de situation tendue, mais ajoutent que le phénomène n'est pas réellement nouveau. Ce discours, c'est celui des communautés religieuses, communautés dont l'influence n'a jamais été aussi grande et aussi forte. Dominique Thiers. Pour rien au monde, les Tahitiens n'auraient manqué cette fête religieuse, la Turamara, la nuit où l'on envahit de lumière les cimetières de la ville. Et pour que chacun puisse la célébrer en toute liberté, le Haut-Commissariat avait suspendu le couvre-feu. Tact, diplomatie, mesures d'apaisement, quels que soient les justificatifs, le fait est là, l'administration ménage l'Église. Et pour cause, l'Église, ou plutôt les églises, pèsent lourdement sur toute la vie politique et sociale du pays.
Au milieu d'une trentaine de personnes, Michel Copenrath, l'évêque de Tahiti. Un presque polynésien né d'une mère européenne et d'un père tahitien. Un homme dont on dit ici que rien ne se fait sans lui. Homme politique de tous bords, syndicaliste, il reçoit, écoute, conseille. L'Église catholique touche essentiellement la population européenne et chinoise. Les Polynésiens, eux, sont à 90% protestants. Il y a près de 2 siècles, 30 missionnaires anglais posaient le pied sur cette plage à 20 km de Papeete. Coup de génie des prédicateurs, ils traduisaient la Bible en tahitien. Et encore aujourd'hui, de nombreux enfants apprennent à lire dans ce livre. Avec 80 temples et près de 90 000 fidèles, l'Église protestante est la première du territoire et elle ne mâche pas ses mots lorsqu'elle condamne les essais nucléaires de Mururoa, lorsqu'elle dénonce la politique foncière du gouvernement territorial, mais elle ne craint pas de paraître engagée. Il n'y a pas de domaine où l'Église n'aurait pas de rôle à jouer. Là où elle vit, l'Église a quelque chose à dire, un certain nombre de vérités à transmettre, et ensuite à l'autre, à la personne qui est touchée par son message, à mettre en application le vécu du message. Se voulant plus discrète sur la scène publique, l'Église catholique n'a pourtant pas hésité à jouer l'an dernier les intermédiaires entre le gouvernement territorial et déjà le syndicat des dockers. C'est elle qui a tiré la sonnette d'alarme, c'est elle qui a dénoncé les criantes inégalités sociales du territoire, un sévère rappel à l'ordre. Actuellement, il faut accepter d'être impopulaire. Et je voudrais bien que des hommes politiques et même des membres de certains syndicats acceptent de dire courageusement les choses qu'on ne peut faire et qu'on ne peut pas faire. C'est fini le climat d'insouciance dans lequel nous vivons, et de l'insouciance nous avons passé au feu. Dans les semaines qui viennent, les autorités catholiques et protestantes tenteront de débloquer la situation, de rétablir le dialogue entre les hommes politiques et les syndicats afin d'éviter que chacun durcisse ses positions. Demain, nouveau dossier pour vous permettre de mieux appréhender la situation à Tahiti. Nous parlerons longuement d'économie. Voyons rapidement les télégrammes de l'étranger. Ensuite, nous évoquerons une nouvelle fois les fluctuations du dollar. Très probable démission dans la semaine de Caspar Weinberger, le secrétaire américain à la Défense. Sa décision serait essentiellement motivée par la détérioration de l'état de santé de son épouse. Âgé de 70 ans, M. Weinberger est depuis 7 ans dans le gouvernement du président Reagan. Il pourrait être remplacé par Frank Carlucci, l'actuel conseiller de la Maison-Blanche pour la sécurité. New York, les ambassadeurs d'Iran et d'Irak ont remis hier soir leur réponse au plan de paix proposé par l'ONU dans le conflit qui oppose les deux pays. Ces réponses sont pour l'instant secrètes, les deux protagonistes s'étant bornés à qualifier leur contenu de positif. La proposition de M. Pérez de Cuellar en 9 points s'articule autour d'un jour J de cessez-le-feu dont la date reste à fixer. Explosion d'une voiture piégée ce matin au Koweït, à proximité du ministère de l'Intérieur. L'attentat n'a pas fait de victimes. C'est le 8e depuis le début de l'année. Une agence de voyage avait ainsi été endommagée il y a 15 jours. La presse koweïtienne avait alors accusé l'Iran. Le ministre de la Défense, André Giraud, assistait cet après-midi aux obsèques des 2 gendarmes assassinés la semaine dernière à Beyrouth. La cérémonie s'est déroulée à Dijon, où ils étaient basés. Le lieutenant Mondon et l'adjudant Cruz ont été décorés à titre posthume. Retour en France en commençant par une information pratique. La vignette 88 que voici est en vente depuis ce matin. Vous savez que le prix de la vignette varie selon le département. Prenons la référence d'un véhicule de 5 à 7 chevaux de moins de 5 ans. Le tarif le plus haut est pratiqué dans le département du Rhône, 466 francs exactement. Le tarif le plus bas dans le Calvados avec 374 francs. Autre information importante pour les 1 600 000 personnes qui ont acheté des actions du groupe Suez. Le ministère des Finances, qui avait repoussé l'introduction en bourse en raison de la forte baisse des marchés financiers, annonce que cette introduction aura finalement lieu lundi prochain, le 9. Introduction assortie d'une petite fleur. Les souscripteurs pourront payer leurs actions en 2 fois. Patrick Boité. Les privatisations continuent, mais à crédit. Les 1 600 000 Français acquéreurs de Suez à 317 francs l'action régleront leur titre en 2 fois. La première moitié le 18 novembre prochain, le reste 1 an plus tard. Si entre-temps les souscripteurs décident de vendre leur action, ils devront régler la seconde moitié du titre. Ces facilités de paiement n'interviendront en rien sur les conditions d'attribution des actions gratuites.
Le gouvernement a pris cette décision après avis de la commission de la privatisation. C'est un moyen, pense-t-on chez Édouard Balladur, de fidéliser les souscripteurs. L'action Suez risque en effet d'être chahutée lors de sa cotation le 9 novembre prochain en raison de la forte baisse des marchés financiers. La cote officieuse sur le marché gris de Londres a déjà chuté jusqu'à 270 francs. Pour l'État, le manque à gagner cette année est de 9,5 milliards, une somme qui sera récupérée en 88. À part cela, le dollar a connu un vif recul aujourd'hui contre le mark. Il est tombé à son plus bas niveau historique. Aujourd'hui, à Francfort, le dollar ne cotait plus qu'un mark 70,50. Il est tombé un peu plus bas encore à New York. Ce mouvement du billet vert a de nouveau secoué, vous en doutez, les marchés financiers. Suite logique des événements ou nouveau coup de torchon? Philippe Sassier, c'est la question que je vous pose ce soir. Écoutez, le fort recul de Wall Street qui perdait il y a une heure plus de 120 points, qui a remonté depuis, montre que les dangers ne se sont pas évanouis. La partie de bras de fer entre Américains et Allemands continue. Aujourd'hui, contrairement aux espoirs, l'Allemagne a refusé de baisser ses taux d'intérêt, tandis que le Japon critique de plus en plus ouvertement le déficit budgétaire américain, dont on fait la tête de turc de cette crise en oubliant qu'il a été le moteur de l'économie mondiale. Du coup, on voit mal comment pourrait se tenir cette conférence internationale si attendue et destinée, à travers des engagements précis, à renforcer la coopération entre les différents pays. Sans cet accord, la tempête boursière peut de nouveau se lever. L'Allemagne et le Japon ne sont en guerre charitable envers l'oncle Sam qui les a aidés à se relever après la guerre. Cette révolte financière des neveux qui ont fait fortune à l'égard de l'oncle endetté, qui puise un peu cavalièrement, c'est vrai, dans leur tirelire, aura des répercussions de politique internationale. Merci. 20 missiles SAM-7 et plusieurs milliers de mitraillettes Kalachnikov ont été découverts cet après-midi à Brest à bord du cargo Exxon 2. Le cargo panaméen avait été arraisonné, je vous le rappelle, vendredi dernier au large de l'île de Bas en Bretagne. Aujourd'hui, l'interrogatoire des 5 hommes d'équipage, tous de nationalité irlandaise, s'est poursuivi. Quant à la police irlandaise, plutôt sceptique au départ, elle prend très au sérieux la piste de l'IRA. À Brest, reportage de Patrice Pellet. L'arsenal de Brest cet après-midi et à quel Exxon, le bateau panaméen. Ce que découvrent l'armée et les douaniers français au fil des heures au fond des cales du bateau est de plus en plus impressionnant. Dans ces caisses, des kalachnikovs par milliers, plusieurs tonnes de buts 106 et puis des centaines de fusils mitrailleurs. Mais ce qu'ont découvert il y a quelques heures, les autorités françaises dépassent de loin ce que l'on pouvait imaginer en matière de trafic d'armes. Ce qui inquiète le plus les autorités ici, c'est ce qu'on a trouvé au fond des cales du bateau. Je veux parler d'une vingtaine de missiles SAM-7 de provenance d'Union soviétique. Alors, à qui et pourquoi étaient destinés ces missiles? Des missiles performants, très dangereux, que se partagent dans tous les pays du monde ceux qui veulent faire la guerre. Le SAM-7 est un missile individuel d'interception aérienne. En France, 2 de ces engins ont déjà été découverts dans une cage de l'ETA. Mais cette fois-ci, c'est peut-être à l'Irak qu'ils étaient destinés. Tout le laisse penser. Dans les milieux de l'IRA Belfast, ne déclare-t-on pas aujourd'hui que toutes ces armes étaient destinées à lutter contre les troupes d'occupation britanniques en Irlande du Nord? Et puis l'IRA entretient des relations avec la Libye du colonel Kadhafi. Or, le bateau serait parti de Tripoli et le colonel Kadhafi possède bien ce genre d'armement. 6 régiments auraient pu être équipés avec les 150 tonnes d'armes saisies, des armes neuves jamais utilisées. Depuis samedi, les 5 hommes d'équipage sont interrogés sans relâche par la police. Des passeports volés ont été retrouvés sur certains d'entre eux, des passeports déjà retrouvés dans une cage de l'IRA à Glasgow. Cette saisie d'armes est la plus importante jamais réalisée au monde. Le SRPJ de Rennes et la brigade antiterroriste travaillent ensemble pour dénouer le fil de cette interception d'armes record. Le monde du théâtre est en deuil, vous l'avez entendu tout à l'heure en ouverture du journal. André Roussin, auteur dramatique et académicien, est décédé cet après-midi à 78 ans des suites d'un cancer. André Roussin, homme de scène et homme de verbe, personnifiait le théâtre. Jean-Jacques Dufour. Drôle de destinée que celle d'André Roussin qui commence sa carrière théâtrale dans une entreprise d'avant-garde pour finalement devenir l'auteur de boulevard le plus joué de l'après-guerre. Avec une régularité d'horloge, il collectionne les succès. La petite hutte en 47 qui reste à l'affiche 5 ans, lorsque l'enfant paraît, les œufs de l'autruche, Bobos, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive. Plus que dans les situations, le comique d'André Roussin réside dans le langage, même si parfois, apparemment... En somme, Bobos, ça n'est pas votre vrai nom. D'où vient ce surnom? Eh bien voici, lorsque j'étais tout petit, ma nourrice m'a laissé tomber sur la tête et j'ai eu une énorme bosse. Alors je me plaignais souvent en disant, comme font les enfants, Bobos, n'est-ce pas? Et Bobos est devenu mon surnom. Je l'ai gardé, la bosse aussi d'ailleurs. Vous pratiquez le yoga?
Ah non, 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 absolument pas, non. Mais cette position dans laquelle je viens de vous trouver? Eh bien, c'est une amie qui m'a affirmé qu'en faisant l'arbre droit sur ma bosse, très précisément, et en comptant jusqu'à 100 2 fois par jour, j'arriverais à la faire disparaître complètement, à la résorber. Pour André Roussin, les choses furent faciles. Il déclarait « j'écris sans penser à rien ». Petit à petit, cela devient une pièce. Quelle chance! La chance, c'est que ce qui m'a amusé quand j'écrivais une pièce, amuse ensuite le public quand on la lui joue. C'est ça la chance. Parce que je pourrais être tout seul à rire. Et ensuite que ça ne plaise pas. Il se trouve que ce qui m'a amusé, ou qui m'a plu, ou qui m'a touché, la preuve des représentations est là pour montrer que les autres y ont été sensibles ou sont amusés de la même façon. C'est la chance et c'est le succès. Dans la lignée de Feydeau et de Sacha Guitry, Roussin a réussi à faire du boulevard sans jamais tomber dans le caniveau. Il avait trop de tendresse et de fraîcheur pour cela. Oui, c'est-à-dire... C'est-à-dire quoi? Tu rentres? Oui. C'est parce que tu savais que ni ta mère ni moi ne coucherions ici cette nuit que tu as jugé bon d'en faire autant. Ben oui. Si jamais tu es là... La dernière pièce d'André Roussin, intitulée « La petite chatte est morte », se joue actuellement en salle Gaveau à Paris, où nous attend Georges Bégout. Je suppose que ce soir, l'ambiance est à l'émotion et au recueillement, Georges. Et oui, on est bien triste parce que dans cette salle Gaveau vient de se terminer La petite chatte est morte à l'instant. Et il était là à peine il y a 3-4 jours, il vous rendait visite. Et Jean-Laurent Cochet, je vais vous demander évidemment la peine personnelle que ça vous fait, mais aussi quel homme important de théâtre il était. La personnelle, bien sûr, et que je partage avec les siens que j'aimais tant. Mais je voudrais, comme dans tout événement, fut-il douloureux, ne voir que le côté lumineux. Alors rappelons très vite ce que les gens n'ont pas toujours su souligner, surtout ces dernières années. On lui faisait payer beaucoup de triomphes qui avaient été le sien toute sa carrière, et il le savait. Et on oubliait un peu trop qu'il était, à la suite de Molière et des plus grands, avec Anouilh, notre dernier grand auteur classique, par la construction, par le contenu de ses œuvres. On le découvrira petit à petit. Et puisque lui-même a fait très souvent, dans ses pièces de la mort, le personnage principal, il fallait monter ses œuvres pour s'en rendre compte, que ce soit Nina ou le mari, la femme et la mort, hein, et il en faisait un personnage vaudevillesque. Je pense que donc il est déjà au-delà, il a rejoint ce Molière sur lequel il vient d'écrire cette pièce que nous jouons et qui est un chef-d'œuvre d'intelligence et d'esprit, qui est un testament dramatique en hommage au théâtre, aux comédiens, à Molière, donc maintenant en hommage à Roussin. Alors quand on est comédien, Dominique Paturel, André Roussin, c'est un homme remarquable, il était aussi, lui, comédien. Oui, il adorait ça, c'était un homme qui avait cette espèce de lueur dans l'œil, ce pétillement, c'était un farceur, il aimait bien faire des blagues comme ça en écrivant des pièces drôles, et il aimait jouer la comédie, il a été son interprète, il a joué La Petite Hutte, il a joué plusieurs pièces, c'est peut-être pour ça qu'il avait cette espèce de dialogue unique qui est une langue formidable pour les comédiens, il savait de quoi il parlait, et il écrivait des pièces qui étaient faites pour les acteurs, il a toujours écrit des rôles merveilleux pour les acteurs dans toutes ses pièces, c'était vraiment du théâtre pour les comédiens, et du théâtre tout public, et je pense que maintenant, comme toujours un peu en France, c'est après coup qu'on s'apercevra la place énorme qu'il tenait dans notre théâtre. Lorsqu'il venait ces jours derniers, on s'attendait à une fin aussi brutale? Oui, il était quand même Oui, il était très fatigué depuis quelques mois, mais toujours aussi sémillant, avec un esprit toujours aussi aigu. Je devais l'appeler demain matin pour prendre rendez-vous, pour qu'il me lise un projet, une pièce qu'il avait dans ses tiroirs. Donc vous voyez que tout en étant conscient de son état, il était quand même déjà dans l'avenir, autrement dit dans l'éternité. Je vous remercie. Merci, messieurs. Dans la région de Gap, bientôt la fin d'un drame. Le spéléologue blessé dans le gouffre du Dévoluy est en passe d'être sauvé ce soir. Sur place, une vingtaine de spéléologues volontaires des CRS et des pompiers sont mobilisés depuis de longues heures. Agnès Poirier. Après 48 heures d'efforts, Denis Jetto vient juste d'être sorti du gouffre du Dévoluy. Les boyaux du gouffre, très accidentés sur une centaine de mètres, ne permettaient pas le passage de la civière. 3 spéléologues, spécialistes des explosifs, ont donc mètre par mètre dégagé la partie la plus étroite. Opération délicate, l'explosif, la titanite 25, devait être dosé avec précision afin de ne pas provoquer d'éboulement. Victime d'une fracture au bassin, ce spéléologue confirmé de 30 ans devait forcément être remonté, arrimé à une civière. Il a été transporté ce soir par hélicoptère à l'hôpital de Gap. Jean Mamère, le tennis, on joue à Bercy en ce moment, il faut que je raccroche le téléphone. Noah joue ce soir, c'est l'événement, il y a eu des résultats intéressants cet après-midi, vous l'avez donné rapidement. Un résultat logique, celui de Pat Cash qui a éliminé Paul Anacone en 2-7, 6-4, 6-4. Par contre, mauvais après-midi pour les Français. Thierry Tulane éliminé par le Hollandais Shepers, un joueur issu des qualifications en 2-7, 6-3, 6-3. Et Tariq Benabiles battu par Rachid Barami en 2-7, les deux au tie-break, 7-5, 7-6, 7-6. Barami qui sera peut-être le prochain adversaire de Yannick Noah. Yannick Noah que nous allons retrouver sur le court central de Bercy au moment du ralenti, puisqu'il vient de remporter son service et il mène maintenant dans ce premier set 3-2. La partie est commencée depuis maintenant un petit quart d'heure.
Personne n'a fait le break pour l'instant. Noah joue service volé, c'est son jeu. Mazur essaye de répondre comme il peut. Pour l'instant, la partie est très équilibrée. On les retrouve ce soir aux alentours de 23h15 sur Antenne 2 avec un résumé de cette rencontre. Les 6 jours de Grenoble, Cocorico, Valais et Mottet ont gagné dans la dernière chasse. Fallait le faire, c'était pas évident. Hein. Oui, surtout que Valais Mottet était très mal en point la veille face à Doyle et De Wilde. Valais, c'est sa dernière apparition à Grenoble, mais pour une dernière soirée, il a mené sur un rythme d'enfer. Il a gagné la partie, je dirais, sur le fil, et vous allez voir que l'image n'est pas trop forte. Car avant de recevoir ce maillot de vainqueur et d'effectuer le tour d'honneur, le duo Valais-Mottet a connu quelques frayeurs et le public a eu droit à un finish à suspense. Le principe des 6 jours, il est simple. En courant par équipe de 2, comme ici Moser, Bingolato, il faut accomplir le plus de tours possible de l'anneau de 400 mètres. Si aucune équipe ne parvient à se détacher, ce sont alors les points attribués qui font la différence. Mais lorsqu'après 6 jours, c'est l'égalité totale entre 2 formations, il faut recourir, comme pour une course sur route, au verdict du sprint. Et ici, Valais, dans les derniers mètres, est à la lutte avec De Wilde et il est le plus rapide sur la ligne. Alors le plus rapide, c'est un grand mot, car même si la foule est debout dans le Veldiv, il ne gagne que d'une petite roue. Parfait, on attend maintenant les 6 jours de Bercy. Hein, la météo, elle est synonyme de soleil, José. Toujours, Henri, effectivement. Toujours un temps calme et sec. Mais pour les nuages, je ne puis rien vous promettre. En effet, ils seront peu nombreux, mais se promèneront un petit peu au hasard. Pourquoi ce calme? En raison d'un anticyclone toujours situé sur les îles britanniques et qui nous protège de toute menace de perturbation. Donc demain matin, après la dissipation des traditionnelles brumes, eh bien place au soleil, avec toutefois donc des passages nuageux, ça et là, surtout sur le nord de la France, sur la moitié nord. Du vent d'est qui continuera à souffler de la Vendée au Cotentin, ainsi que dans le midi. Côté température, eh bien, elles vont chuter un tout petit peu, 9 degrés à Nancy, 13 à Nantes sur la moitié sud, 11 à Clermont-Ferrand et toujours 20 à Ajaccio. Demain mercredi 4 novembre, pensez au Charles. Prochain rendez-vous d'information, 23h30 avec Aubry Edler. N'oubliez pas le tennis à Bercy également, avec notamment le résultat du match de Yannick Noah. Demain, dès 6h45, Télématin. À 8h moins le quart, c'est Pierre Mauroy qui sera l'invité des 4 vérités, présenté par Gérard Morin. Bonsoir, excellente soirée sur Antenne 2 et à demain.